La vidéo de la présentation, c'est la présentation, comme j'expliquais tantôt, pour ceux qui ne le connaissent pas, du docteur Jason Fung, qui a terminé ses études en médecine et en médecine interne à l'Université de Toronto, avant de faire un stage en néphrologie à l'Université de Californie à Los Angeles, à l'hôpital Cedars-Sinai. Nous allons voir pour l'alimentation low carb. Nous allons voir, c'est ça, que l'alimentation LCHF, le jeûne intermittent, fonctionne très bien pour la perte de poids, tandis que le comptage des calories ne fonctionne pas du tout à long terme. Et le problème avec la théorie des calories, c'est tout simplement qu'elle est erronée. La raison pour laquelle on ne peut pas guérir l'obésité, c'est qu'on ne la comprend pas. Et on va commencer ça. Et le Dr. Fung commence sa vidéo en parlant de l'émission The Biggest Loser, que j'imagine que tout le monde connaît, tout le monde a dû écouter ça à un moment donné ou à un autre. Le Biggest Loser, c'est un show une émission de télévision dans laquelle les gens qui s'inscrivent à cette émission-là, c'est des personnes qui sont en surpoids et ces personnes-là vont participer à un programme durant lequel ils vont, ce qu'on voit surtout à la télévision, c'est qu'on les voit faire énormément d'exercices. Il y a Jillian Michaels qui leur gueule après, « Ah ouais, bouge-toi, blablabla », et ainsi de suite. Et ce qu'on voit moins à la télévision, c'est que à l'intérieur de ce programme-là, ils vont adhérer à une diète qui est extrêmement hypocalorique. Ça, c'est un petit peu plus en background, mais c'est ça. Donc, c'est une version sur les stéroïdes de ce qui a été préconisé depuis 30, 40 ans, 50 ans, c'est le fameux « bouge plus, mange moins ». Et ça, c'est vraiment la version, c'est stéroïdes. Le problème, c'est que dernièrement, dans les dernières années, il y a quelques participants qui sont sortis publiquement pour dire que ça ne fonctionne pas. Et la raison pour laquelle il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis publiquement, c'est tout simplement que quand tu t'inscris à l'émission, tu signes un contrat et à l'intérieur du contrat, il y a une clause qui dit que tu n'as absolument pas le droit de parler de ce qui se passe à l'émission et surtout pas après, et ainsi de suite. Donc, The Biggest Loser, c'est une diète qui est reconnue. Et donc, ce qu'on dit ici, c'est que ça réduit les calories et tu réduis les calories qui rentrent nécessairement, caloriennes, et tu augmentes de façon énorme les calories que tu dépenses en faisant une série d'exercices, de sport et ainsi de suite. Donc, c'est du mange moins et bouge plus. En 2015, la vidéo date de 2015, US News a fait un classement toutes les années des diètes à la mode à ce moment-là. Et la diète de Biggest Loser a été inclus à l'intérieur de ce classement-là. Et au niveau de la perte de poids, c'était la diète qui s'est classée en 3e position. Donc, c'est quelque chose de quand même assez extraordinaire. On parle que cette diète-là, si tu veux perdre du poids, c'est la 3e meilleure diète. Et de toutes les diètes, là, on parle des diètes qu'on considère santé, si on peut dire ça comme ça. La diète du Biggest Loser a été considérée en 11e position en 2015 sur, je ne me souviens plus combien, il doit y en avoir une centaine, pas loin. Donc, on parle de quand même une très bonne diète. Et quand on regarde ce qui se passe avec les participants, et ça ici, le tableau que vous voyez présentement, c'est qu'à un moment donné, à l'intérieur durant une saison, on a demandé aux participants de signer
de signer un papier pour qu'on puisse prendre des prises de sang et ainsi de suite et faire une étude scientifique sur les résultats, sur ce qui se passait durant l'émission et ainsi de suite, et sur les résultats que les gens obtenaient. Et donc, ça, c'est deux tableaux, tableau A et tableau B, où ce qu'on voit sur le tableau A, ici, à gauche, c'est la composition de la perte de poids en kilogrammes. Donc, je pars de 0, une perte de 10 kg, une perte de 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg. À la 6e semaine, on était ici. Donc, on peut voir que la portion grise, c'est la perte de gras et la portion blanche ici, c'est la portion de ce qu'on appelle le fat-free mass, donc la masse hors gras. Ce qui donc, grosso modo, bon, il y a les os, l'eau un peu et tout ça, mais il y a surtout à l'intérieur de cette catégorie-là les muscles. Et après ça, on compare ça avec la semaine, la semaine 30. Et là, à la semaine 30, ce qu'on peut voir, là, j'ai déjà expliqué, mais en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là, la façon que ces graphiques-là fonctionnent, c'est que ça ici, c'est la moyenne et la ligne ici, c'est ce qu'on appelle les extrémités. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a une personne à l'intérieur de ça qui a eu une perte, là, grosso modo, autour de 78 kilos. Donc, ça, c'est les extrémités, mais ça, c'est les moyennes. Donc, au niveau des moyennes, c'est entre 10 et 60 kilos. Et ça, c'est juste, on parle juste de perte de gras. Et ici, bon, il y a un bon 10 kilos de masse maigre quand même. Ce n'est pas énorme au niveau des proportions, mais il y a quand même une bonne perte de masse maigre ici, de ce côté-là. Et quand on regarde de l'autre côté, le pourcentage du changement de poids versus le nombre de semaines, on parle d'une perte moyenne les gens ont passé en moyenne de 329 livres à 202 livres et pourcentage de gras moyen de 49 au départ à 28 %. Donc, quand on regarde ça ici, on se dit, wow, je vais embarquer là-dedans. Moi, si j'ai un surpoids, je veux essayer ça. Ça me semble être une méthode qui est très, très, très acceptable. Une belle perte, là, comme tout le monde aimerait avoir, constante sur le nombre de semaines. Et donc, pourquoi, quand on regarde ça, si beau que ça, pourquoi on ne conseille pas ça à tout le monde? Bien, la raison de ça, puis on en a parlé tantôt, et en réalité, tout le monde le sait, c'est que ça fonctionne. Ah oui, c'est ça. Puis ce que je voulais dire aussi, je vais revenir 30 secondes. Ici, Suzanne Mendoza, une participante de l'émission de la saison 2, qui a dit à un moment donné que le réseau NBC ne fera jamais une réunion qu'on voit dans ce genre d'émission-là, une réunion des participants 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Pourquoi? Parce que après 1 an, ils ont tous regagné leur poids et très souvent beaucoup plus. Et donc, c'est ça, la réalité, c'est que après 6 mois, la perte de poids arrête. Et c'est ce qui arrive dans toutes les diètes hypocaloriques. Après, grosso modo, 6 mois, la perte de poids arrête et non seulement la perte de poids arrête, le poids recommence à monter. Tout le monde le sait, ça. Donc, puis là, c'est Jason Fung qui le dit dans son vidéo. Après 6 mois, qu'est-ce qui arrive? On a faim, on a froid, on se sent comme de la merde et en plus de tout ça, le poids remonte. Quand on regarde le graphique ici, RMI, c'est ce qu'on appelle le Resting Metabolism Rate. Ça veut dire que c'est dans le fond, ça où on va voir souvent le basal, là, ça, c'est
la quantité d'énergie que le corps va brûler quand je suis au repos. Ça veut dire que je ne cours pas, je ne marche pas, je ne suis pas en train de réfléchir, et ainsi de suite. Je suis vraiment au repos. Donc, ça, c'est la quantité d'énergie que mon corps va brûler pour juste me maintenir en vie. That's it, that's all. Après ça, ici, c'est le fat-free mass. C'est, dans le fond, tout ce qui est eau, os et la masse des muscles. Et prenons un exemple, là, ici, c'est le point de départ. Et cette personne-là partait avec, exemple, une masse, un fat free mass, pas facile à dire, autour de 100, mettons 100 kilos. Si on regarde avec le temps, premièrement, sa masse a diminué, est tombée autour de 75, il a perdu du muscle. Mais le plus important, c'est qu'il partait d'un métabolisme de base à 3500 calories par jour à un métabolisme de base autour de 1800 calories par jour. On voit que son métabolisme a ralenti et a ralenti en suivant aussi la perte de poids. On parle de, ça c'est baseline, ça veut dire au départ, et à la fin complètement du 30 semaines ici. OK? Donc, et ils ont tous fait ça, à part une exception ici. Une personne, son métabolisme a augmenté un peu. Là, et ça, je ne peux pas savoir vraiment le pourquoi là, mais tout le restant, leur métabolisme a descendu. Et a descendu en moyenne de 700 calories par jour. Donc, si je pars, un exemple, à 2000, au bout de 6 mois, mon métabolisme, à place d'être à 2000, va être rendu à 1300. 1300. Fait que ça, si, exemple, je pars à 2000, et là, je dis, je vais perdre du poids, je vais baisser mon entrée de calories à 1500 calories, donc je vais avoir un déficit de 500 calories. Bien, à ce moment-là, je vais perdre du poids. Mais non, mon métabolisme va ralentir. Au bout de 6 mois, mon métabolisme, à la place d'être à 1500 ou à 2000, il va être à 1300. Et donc, à ce moment-là, si je continue à manger 1500, ce qui va arriver, c'est que je vais manger 200 calories en supplément de ce que je dépense. Et selon le SICO, je vais recommencer à prendre du poids. Et c'est souvent ce qui arrive. Et ça, tout le monde sait ça. Ici, on regarde, baseline, c'est avant. Et donc, ce qui est en blanc, c'est ce qu'on appelle le non-resting energy expenditure. Ça veut dire la dépense énergétique quand on n'est pas au repos. Et après ça, en gris, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, le resting energy expenditure. OK? Donc, quand on prend les deux, le blanc et le gris, on a la dépense calorique totale. Ça, c'est au départ. Et là, ce qu'on voit à la 6e semaine, et c'est pas long, la 6e semaine, on voit déjà que la portion ici, qui est la dépense énergétique du corps au repos, a déjà baissé par rapport à le baseline. Là. OK? Et non seulement elle a baissé, là, ce qu'on fait, on se dit, c'est pas grave ça, on va compenser ça avec de l'exercice, on va bouger plus, on veut perdre du poids, on va go, on lâche pas, on fait de l'exercice, on court, on marche, on fait go. Donc, on augmente la portion ici non-resting à la 6e semaine. On regarde à la 30e semaine, qu'est-ce qui se passe? Bien, mon basal a encore baissé. Et là, à un moment donné, on ne devient pas des athlètes olympiques
à vie, là. On fait ça pour la perte de poids. Et là, on revient à un niveau d'activité comparable au niveau d'activité de départ. Mais parce que ma dépense énergétique à la base est beaucoup plus basse maintenant, ce qu'on appelle le métabolisme de base est beaucoup plus bas, ma dépense énergétique à la 30e semaine est beaucoup plus basse que ma dépense énergétique au départ. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le Biggest Loser, la diète Biggest Loser, à une restriction calorique aussi extrême et qu'on appelle la chirurgie bariatrique. Parce que quand on regarde les deux, il y a une différence énorme. Si on regarde en mois, au bout de 3 mois, la chirurgie bariatrique, et ça, c'est le métabolisme, le métabolisme a baissé d'à peu près 100 calories par jour. Au bout de 6 mois, le métabolisme a baissé de 200 calories par jour. Mais qu'est-ce qui est particulier avec la chirurgie bariatrique? C'est qu'ensuite, au bout d'1 an, la dépense calorique est revenue. Quand on regarde The Biggest Loser, qui est la ligne ici, la dépense énergétique journalière continue à baisser. Elle ne remonte jamais. Pourtant, c'est la même chose en théorie. Qu'est-ce que je fais dans une chirurgie bariatrique? Je prends l'estomac, je le charcute, je le découpe, je le réduis à la taille de Jason Fung parle dans son vidéo d'une noix. Donc, à ce moment-là, physiquement, je ne peux plus mettre des gros volumes de nourriture à l'intérieur de mon estomac. C'est la restriction calorique suprême. C'est même pas ma volonté qui fait ça, c'est physique. Là. Je ne peux pas rentrer. Donc, à ce moment-là, c'est une restriction calorique. Je ne peux pas manger plus. Je ne peux pas manger 8000 calories dans ma journée. C'est impossible. Même si je voudrais manger tout le temps, c'est impossible. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Pourquoi est-ce que quand je fais de l'exercice et que volontairement je réduis ma quantité de nourriture puis que je me mets à courir des marathons par-dessus marathons, pourquoi est-ce que mon métabolisme continue à descendre? Et pourquoi quand je subis une chirurgie bariatrique, mon métabolisme remonte à un moment donné? On va voir pourquoi. Ah, et aussi, c'est ça. C'est en continuant, parce que j'ai comme sauté un peu. Là. Et je m'excuse, hein, des fois, ça se peut que je saute comme en avant parce que c'est une présentation, ça, que j'ai fait probablement 100 fois jusqu'à date. Là. Et donc, j'ai tendance à un moment donné, partir dans ce que je faisais comme présentation qui est basée sur ce que Jason parle ici. Là. Fait que ça se peut des fois que je parte un peu en avant, oups, que je revienne et ainsi de suite. Donc, ça, c'est au niveau d'une chirurgie bariatrique, c'est de ce qu'on parlait. Baseline et follow-up, ça veut dire au point de départ, mais encore une fois, c'est la même chose. Dépense énergétique totale. En blanc, c'est l'activité en blanc en haut. Après ça, en gris, c'est mon resting qui est ici. Et en noir, ici, on prend en considération ce qu'on appelle la thermogénique des aliments. Parce que quand on digère les aliments, il y a une perte en chaleur et on doit prendre ça en considération. Et donc, on a au total, au niveau des pourcentages, 29, 26,3, ce n'est pas vraiment significatif. À peu près 63 % ici, 64 % ici, ce n'est pas tellement significatif. Donc, on voit ici que si je subis une chirurgie bariatrique,
il n'y a pas de changement significatif après 12 mois. Et tandis qu'au niveau du bouge moins, bouge plus, mange moins, ce ralentissement-là, ça fait 100 ans qu'on est au courant. Les premières études scientifiques là-dessus qui ont démontré ça, ça date grosso modo de 1915. Mais le pire, c'est que quand on donne ces très mauvais conseils-là aux gens, du fameux SICO, bouge plus, mange moins, les personnes qui vont donner ces conseils-là savent que ça ne fonctionne pas. Ça fait pas, c'est pas nouveau, là. Les gens, si ça fonctionnerait, ça ferait longtemps que l'épidémie d'obésité, l'épidémie de diabète de type 2 et tout ça, ça serait réglé. Et pourtant, qu'est-ce que ces gens-là vont faire, les personnes qui vont donner ces conseils-là? C'est qu'ils vont mettre le blâme sur les personnes qui ne perdent pas de poids. Ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont dire, c'est parce que tu n'as pas suivi mes conseils à la lettre, tu n'as pas mangé moins, tu n'as pas bougé plus, tu n'aurais pas dû manger ce bagel-là de plus. Et tu aurais dû avoir plus de motivation, tu aurais dû vraiment bouger bien plus que ça encore, et ainsi de suite. Et ces personnes-là, comme Jillian Michael, exemple, vont jamais se poser la question, est-ce que ça serait possible qu'en réalité, le fait que cette personne-là échoue à perdre du poids, est-ce que ça serait possible que ce serait à cause d'un très mauvais conseil à la place? Regardons pourquoi c'est des très mauvais conseils. Premier concept, je mange de la nourriture, mon insuline augmente. Qu'est-ce que ça fait? Je vais emmagasiner le sucre dans mon foie sous forme de glycogène et je vais produire aussi du gras pour emmagasiner les surplus parce que la quantité de glycogène que mon corps peut emmagasiner, premièrement, on stocke du glycogène à 2 endroits dans le corps. On stocke du glycogène à l'intérieur du foie et on stocke du glycogène à l'intérieur des muscles. C'est quoi du glycogène? C'est du sucre. C'est un sucre sous forme liquide. C'est un liquide très visqueux. Et en réalité, ce que le corps fait, c'est qu'il prend les chaînes de sucre, qui sont une chaîne de carbone, et il les assemble dans des très, 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 très longues chaînes. Et ça devient un liquide visqueux. Et l'avantage de ça, c'est que c'est une forme de sucre que le corps peut utiliser de façon très, très, très rapide. Et donc, comme j'ai expliqué, on stocke ce glycogène-là à l'intérieur du foie et le foie à droite. Et on stocke aussi du glycogène à l'intérieur de nos muscles. Donc, chacun des muscles, la cuisse, le mollet, le biceps, triceps, name it, ils ont toutes des réserves de glycogène. Et ces réserves de glycogène-là vont être bonnes pour à peu près 16 heures, grosso modo. Donc, si je ne consomme aucun sucre du tout, pendant 16 heures, et que mon corps brûle juste du sucre, à ce moment-là, je vais avoir des réserves pour plus ou moins 16 heures. Après ça, le corps va prendre tout l'excédent de sucre. Un coup que les réserves dans le foie sont pleines, et on va le revoir tantôt, il va prendre tout l'excédent de sucre, le transformer en gras, et à ce moment-là, on va stocker le gras à l'intérieur des cellules adipeuses en premier. Donc, c'est ce qu'on appelle les garages à gras. Et donc, la façon de voir ça, c'est le sucre qu'on stocke sous forme de glycogène, c'est de le voir comme le réfrigérateur. Donc, à la maison, on a un réfrigérateur pour emmagasiner la nourriture qu'on va consommer rapidement. Tandis que le gras, on devrait voir ça comme le congélateur. Le congélateur, c'est des réserves de nourriture, mais c'est des réserves de nourriture qui sont beaucoup plus difficiles à
récupérer. Le congélateur, il est dans la cave, il y a toujours des boîtes par-dessus. Quand je sors quelque chose de là-dedans, ben, il faut que je le décongèle, je ne peux pas le manger instantanément, et ainsi de suite. Aller chercher de la nourriture à l'intérieur du congélateur, c'est plus compliqué. C'est la même chose pour le gras à l'intérieur du corps. C'est des réserves qui sont plus difficiles à atteindre. Mais les quantités qu'on peut stocker d'énergie totale, si on veut, sont beaucoup plus élevées à l'intérieur du congélateur que dans le frigidaire. Le frigidaire, c'est plus limité. Je le disais tantôt, les réserves de glycogène, c'est pour 16 heures. Le modèle SICO, à l'intérieur du modèle qui est calorie in, calorie out, on le voit en haut, calorie in, calorie out. Les gens qui prônent ce modèle-là vont vous dire que le corps, c'est un gros compartiment dans lequel j'entre des calories dans le corps et le corps brûle des calories et donc il y a des calories qui sortent. Donc, toutes les calories rentrent dans le corps, dans ce grand compartiment-là, et toutes les calories sortent de ce grand compartiment-là. On est donc des grands compartiments, des grosses valises à calories. C'est que dans ce modèle extrêmement simple-là, parce que c'est super beau ce modèle-là, c'est vraiment de toute beauté. Si je diminue les calories qui rentrent à l'entrée et que je maintiens la quantité de calories que je brûle, ça veut dire que je ne change pas au niveau de mon activité physique, mon métabolisme de base reste pareil, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va arriver à mon compartiment? Ben, il va réduire, c'est sûr. J'en sors plus que j'en rentre, mon body va diminuer. Ou, si je rentre toujours la même quantité de calories, mais que j'en brûle beaucoup plus, je me mets à courir des marathons, mon body va, encore une fois, diminuer. Et si je vais dans le sens inverse, je ne change pas le nombre de calories que je rentre, que je dépense, mais que je double la quantité que je rentre ici, mon body va grossir et ainsi de suite. Vous avez compris le concept? Le problème, c'est que ce modèle-là à un compartiment, c'est tout simplement de la fiction. On sait que ce n'est pas ça qui se passe dans le corps humain. Le corps humain, ce n'est pas une réserve géante de calories. La vraie façon de le voir, c'est de le voir dans un modèle à deux compartiments. Et un modèle à deux compartiments avec, ici à gauche, le congélateur dans lequel j'ai le gras qui est emmagasiné et qu'il y a le frigidaire. Donc, quand je consomme quelque chose, quand les calories rentrent à l'intérieur, ça rentre dans le frigidaire. Il y a une interaction entre le frigidaire et le congélateur. C'est ce qu'on fait tous quand on va à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on fait quand on va à l'épicerie? On revient à la maison, on met le sac d'épicerie sur le comptoir, on va mettre le lait dans le réfrigérateur, mais on va prendre la viande et on va aller porter la viande dans le congélateur parce qu'on ne va pas tout manger la viande dans les 2-3 prochaines journées et on ne veut pas qu'elle se gaspille. Donc, ça, c'est des réserves pour plus tard. Je vais aller porter ça dans le congélateur. Une partie de ce que je vais, durant la journée, durant le souper, je vais consommer une partie de ce qui est dans mon frigidaire, pas dans ce qui est mon congélateur. Et donc, dans le frigidaire, c'est les glycogènes, c'est ce que je brûle au jour le jour. Ici, c'est mes réserves. Et qu'est-ce qui va contrôler? C'est la fameuse insuline. Et c'est l'insuline qui va contrôler le gras corporel. Pourquoi? Parce que l'insuline va, ce qu'on appelle, inhiber la lipolyse. C'est quoi la lipolyse?
La lipolyse, c'est quand je brûle du gras. Et inhiber, ça veut dire empêcher. Donc, l'insuline, quand l'insuline se met à monter dans le corps, l'insuline, c'est l'hormone du stockage. L'insuline dit à mon corps, prends ce qui est dans le frigidaire et va le mettre dans le congélateur. Donc, qu'est-ce qui va arriver s'il y a un petit clown quelque part qui décide, lui, de passer en arrière puis d'aller piger dans le congélateur? L'insuline va l'arrêter. Sa job à elle, c'est de stocker. Et donc, à ce moment-là, quand mon niveau d'insuline est élevé, qu'est-ce que je fais? Je stocke. Je ne peux pas déstocker. Donc, dans un modèle comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Si je réduis mes calories à l'entrée, bien, mon corps va réduire les calories à la sortie. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mourir. Il ne veut pas éventuellement épuiser toutes les réserves pour mourir. C'est tout simplement ridicule de penser que mon corps, il va se mettre il va continuer à consommer comme si de rien n'était, malgré le fait que mes calories rentrent moins. Et bon, ça, c'est bien pas dans le vidéo, mais je vais faire un parallèle présentement avec le fait qu'on soit tout en confinement et que beaucoup de personnes se ramassent au chômage présentement. Est-ce que vous avez, pour les gens qui ne travaillent pas présentement, est-ce que vous avez, comme moi, je travaillais pas, j'ai pas travaillé pendant 3 semaines de temps. Pendant les 3 semaines où ce que j'ai pu de revenus, je n'ai pas continué à dépenser comme je dépense normalement quand j'ai mon emploi. J'ai réduit ma consommation. J'ai arrêté de dépenser, inutilement parlant. J'ai réduit mes dépenses à leur strict minimum. C'est logique de faire ça. Le corps fait exactement ça. Il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années de ça, qu'on appelle l'étude de Women's Health Initiative, qui a été faite sur 50 000 personnes pendant 7 ans. Et entre autres, ce qu'on leur a demandé, ça a été puis de mémoire, c'était des infirmières. C'était une étude qu'on cite souvent. Là. Et entre autres, ce qu'on leur a demandé, ça a été de réduire leurs calories de 300 calories par jour, et ceci pendant 7 ans. Les scientifiques qui ont mis en place cette étude-là, leur hypothèse, c'était que si ces femmes-là réduisaient leurs calories de 300 calories par jour pendant 7 ans, qui réduisaient 300 calories par jour, je m'excuse, ils perdraient 30 livres par année. Donc, après 7 ans, ils auraient perdu 210 livres. C'est juste ridicule. Plusieurs de ces femmes-là, après 7 ans, auraient dû être disparues, désintégrées. C'est ridicule de penser que le corps est aussi stupide que ça. Et il y a bien des gens qui vont vous dire « Voilà, les lois de la thermodynamique. Les lois de la thermodynamique, tu ne peux pas briser ça. » Il n'y a pas aucune loi de la thermodynamique dans ce modèle-là qui est brisée. Quand on regarde ça, oups, je m'excuse. C'est ça, j'ai revenu. Quand faut pas que je touche à ma... Bon, faut pas que je touche à ma roulette. Donc, il n'y a aucune loi de la thermodynamique qui est brisée à l'intérieur de ça. Cependant, qu'est-ce qui contrôle? C'est pas le nombre de calories parce que le corps humain ne peut pas mesurer une calorie. Il n'est pas capable de le faire. Il n'y a pas d'instrument de mesure à l'intérieur d'un corps qui est capable de mesurer une calorie. Et donc, à ce moment-là, pour un corps, 1 calorie ou 10 calories, il n'y a aucune idée de la différence entre les deux. Qu'est-ce qui se passe durant le jeûne?
ça, c'est un graphique qui était fait, qui vient d'une étude qui a été faite par Kevin Hall, qui a regardé ce qui se passait à l'intérieur du corps, qu'est-ce que le corps se mettait à oxyder, donc à brûler dans une période de jeûne. On a ici, en nombre de jours, le 0 jour qui est ici, grosso modo, la ligne qui est à peu près ici. Et donc, ça, c'est avant le jeûne. Et à partir du jeûne, le jeûne commence ici. On a 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, 25 jours, ainsi de suite. Et en rouge, on a les glucides, donc le glucose à l'intérieur du corps. Après ça, on a le gras. Et en bleu, on a les protéines. Une des premières choses que les gens qui sont contre le jeûne vont vous dire, c'est que « Oh non, quand tu es en jeûne, tu brûles du muscle. Tu vas brûler tes muscles, c'est sûr, tu vas perdre la masse musculaire, puis tu vas te transformer, là, parce que si tu jeûnes si tu fais ça pendant des années, ben, au bout des années, tu vas devenir une grosse masse visqueuse de gras sans aucun muscle et même sans aucun os. C'est complètement ridicule. Quand on arrive ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la quantité de glucose qu'on va consommer sous forme de glycogène, le niveau d'oxydation du glycogène va se mettre à diminuer, diminuer, diminuer au fur et à mesure que les réserves dans le corps humain vont descendre. Et à partir de ce moment-là, au début, le gras, ça ne change pas. Et à partir d'un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, oups, la quantité de gras que mon corps va consommer, et aussi le corps cétonique éventuellement, va augmenter de façon dramatique. Fou! On monte au niveau des calories, de kilocalories par jour, on monte à 1000 quelque chose ici, et la quantité de glycogène va descendre à pratiquement rien ici. Et est-ce qu'on brûle des protéines? Pas du tout. On voit qu'il y a une petite augmentation ici, au début, et après ça, on rechute de façon drastique. Et la quantité de protéines, et c'est normal qu'on oxyde des protéines, je vous le dis tout de suite, le corps le fait de façon permanente. Il y a un recyclage des protéines. Les protéines dans le corps humain, c'est la réserve d'acides aminés. Et la façon que ça fonctionne, les acides aminés, c'est ce qu'on appelle un pool, comme un réservoir dans lequel le corps va piger pour utiliser les acides aminés qu'il a besoin pour diverses réactions, produire des nouvelles cellules, ces choses-là. Et il y a un recyclage, il y a des vieilles protéines qui vont se ramasser dans ce pool-là et le pool va toujours se renouveler comme ça. Puis il y a une pourquoi c'est comme ça? Entre autres, parce qu'on a besoin des acides aminés pour faire la néoglucogenèse et ainsi de suite. Donc, au départ, il va y avoir un petit pic et après ça, on revient à ce qu'on était avant et grosso modo, même qu'il y a une diminution. On voit qu'il y a une diminution. Pourquoi il y a une diminution? On ne le verra pas, je veux dire, en détail, mais c'est parce que le corps va se mettre à produire des hormones de croissance pour protéger justement la masse musculaire. Et à ce moment-là, on va même diminuer notre quantité de protéines qu'on utilise par rapport à la période avant le jeûne, ici, comme ça. C'est que les gens qui vont vous dire « Oh, tu vas brûler du muscle pendant le jeûne », c'est complètement ridicule. Vous allez me dire que on sait que le corps a développé un mécanisme pour stocker l'énergie sous forme de gras. Ça veut dire que quand j'ai trop de sucre, le foie va prendre ce sucre-là, OK, il va remplir mes réserves de glycogène. Et un coup que ma réserve de glycogène est pleine, il va prendre l'excédent, il va faire du gras avec, il va mettre ça dans les réserves de tissu adipeux.
C'est comme ça qu'ils stockent le gras. Et c'est pour ça que le gras, ça contient énormément d'énergie. On parle de 9 kilocalories par gramme pour le gras par rapport à le sucre, c'est 4 kilocalories par gramme. Okay? Donc, l'évolution a fait qu'on stocke les surplus d'énergie, entre guillemets, du sucre sous forme de gras. Mais quand je vais avoir besoin de mes réserves parce que je suis en jeûne, parce que je ne suis pas un bon chasseur, puis que j'ai couru après mon mammouth pendant 3 jours, puis j'en ai pas trouvé de mammouth, ou je ne suis pas venu à bout de le tuer, et donc à ce moment-là, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, et là, j'ai besoin de mes réserves, bien, le corps est tellement stupide qu'il ne va pas aller piger mes réserves de gras, il va aller piger dans mon cœur, dans mon muscle de la fesse, puis dans ma cuisse, dans mon muscle de cuisse. C'est complètement ridicule. Ça serait comme de dire que moi, j'ai un poêle à bois à la maison. Donc, mes réserves d'énergie pour mon poêle à bois, c'est des bûches. Je vais couper un arbre, je stocke dans mon garage, je stocke des bûches de bois et ça, c'est mes réserves. Et là, moi, je suis tellement niaiseux que vient l'hiver, il se met à faire froid dans ma maison. Et là, à la place d'aller chercher mes bûches dans mon garage que j'ai passé mon été au complet à stocker, je vais prendre mon sofa, mettre la hache dans le sofa, puis je vais le mettre dans le poêle à bois. C'est exactement la même chose. De penser que parce que je suis en jeûne, je vais perdre la masse musculaire, c'est exactement la même mentalité. C'est complètement ridicule de penser ça. Tantôt, on parlait de que quand je subis une chirurgie bariatrique, mon métabolisme ne ralentit pas comparativement à The Biggest Loser, la diète de Biggest Loser. La raison pour laquelle mon métabolisme ne va pas ralentir, c'est simple. Parce que quand je subis une chirurgie bariatrique, mon insuline finit par descendre. La chirurgie bariatrique, c'est une des interventions qui est maintenant reconnue par le corps médical comme possédant la capacité de renverser le diabète de type 2. Il y a 3 interventions présentement qui sont reconnues pour renverser le diabète de type 2. Il y a la chirurgie bariatrique, la restriction calorique extrême et l'alimentation faible en glucides. Les 3 interventions. Quand je subis une chirurgie bariatrique, parce que je ne peux plus mettre énormément d'aliments à l'intérieur de mon corps, automatiquement, mon niveau d'insuline sécrétée va finir par baisser. Et à ce moment-là, je vais finir par avoir accès à mes réserves de gras. Et donc, mon métabolisme va se replacer. Comparativement à The Biggest Loser, où ce que je continue à manger des aliments qui me font sécréter de l'insuline, je maintiens ma résistance à l'insuline, je maintiens mon insuline à jeun élevé, parce que quand je suis résistant à l'insuline, mon niveau d'insuline à jeun, l'insuline à jeun, c'est quand je me lève le matin, la quantité d'insuline qui est dans mon sang, à ne pas mélanger, gang, avec la glycémie. Je peux avoir une super belle glycémie, mais avoir un niveau d'insuline au plafond pour maintenir ma glycémie belle. L'insuline, c'est l'hormone qui contrôle le glucose à l'intérieur du sang. Il ne faut pas les mélanger les deux. Donc, comme je l'expliquais, je continue à manger des aliments qui me font sécréter. Tu sais, Jillian Michaels, premier conseil qu'elle dit au monde, mange souvent des petits repas. Mais qu'est-ce qui arrive quand je mange souvent des petits repas? Insuline, 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 insuline. Et je mange quoi? Je vais manger des aliments qui contiennent beaucoup de glucides dans ce temps-là, beaucoup de glucose et ainsi de suite pour avoir de l'énergie parce que j'ai toujours faim à cause de l'insuline. On connaît le pattern. Donc, la raison pour laquelle
ça fonctionne avec la chirurgie bariatrique. Puis là, je ne suis pas en train de vous conseiller de subir des chirurgies bariatriques parce qu'il y a une façon beaucoup plus simple de le faire. Et ça s'appelle le jeûne. Le jeûne, c'est simple et c'est comme une chirurgie bariatrique. Un des premiers mythes qu'il y a au niveau du jeûne, c'est que le jeûne va mettre mon corps en mode famine. Et ça, c'est probablement le mythe le plus ironique. Je vous rappelle, gang, c'est quoi le mode famine? Le mode famine, ça fait référence au fait que le métabolisme va ralentir tellement que tu vas même recommencer à prendre du poids parce que tu es en hypocalorie. OK? Et donc, beaucoup de spécialistes, entre guillemets, vont vous dire « Non, 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 il ne faut pas que tu jeûnes, tu vas te mettre en mode famine. Plutôt, coupe tes calories. Mange moins, bouge plus. » Et c'est ça qui est extrêmement ironique. Parce que le modèle psycho, on l'a vu, c'est ça qui met les gens en mode famine. Est-ce que le jeûne vous met en mode famine? Regardons ici les changements métaboliques qui se produisent à l'intérieur du corps sur une période de 4 jours de jeûne. En bleu en haut, ça c'est en kilos en passant, en bleu en haut, je passe de 64,2 kilos à 61,5 kilos. Donc, 4 jours, j'ai une baisse de à peu près 3 kilos, un peu moins, quelque chose comme ça. Bon, vite, là. C'est pas grave. L'important, c'est ici. Mon REE, Resting Energy Expenditure. Qu'est-ce que mon énergie au repos, on l'a vu tantôt, le REE, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon énergie que je dépense juste pour vivre. Qu'est-ce qui se passe avec ça en 4 jours? Je passe de 39 à 45,3, 44,3 ici. J'ai une augmentation de mon métabolisme de base en jeûne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Regardons ce qui se passe avec mon VO2. C'est quoi mon VO2? C'est le volume d'oxygène que je consomme. Je passe de 19,9 à 23,4, 22,9 ici. J'ai une augmentation naturelle. Je n'ai pas besoin de courir, là. J'ai une augmentation naturelle de mon métabolisme de base quand je tombe en jeûne pour 4 jours. 4 jours de jeûne ici présentement. Et c'est parfaitement normal que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce que si ça serait l'inverse, si mon corps dirait « Hey, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé, wow, on va ralentir la machine. » Je serais fatigué, je voudrais m'asseoir sur le bord d'un arbre. La dernière chose que je voudrais, ça serait de courir et encore moins en train de me battre avec un mammouth, là. Et donc, aujourd'hui, ce ne serait pas les humains qui contrôleraient la planète, ce serait les coquerelles et les insectes. Parce que notre espèce, ce serait tout simplement éteint il y a de ça 100 000 ans. C'est tout si simple que ça. Mon corps, ce qu'il fait, quand je suis en jeûne, après un certain temps comme ça, je consomme moins de glucose, mon niveau d'insuline chute drastiquement au bout de 2, 3, 4 jours. Mais, entre autres, puis là, il y en a juste une ici, mais on regarde les norépinéphrines ici. Norépinéphrine, qui est une hormone stimulante, va augmenter de façon énorme. Les corps cétoniques vont venir augmenter de façon énorme. Ma consommation d'acides gras va augmenter. Et à l'intérieur de tout ça, il y a un paquet, moi j'appelle ça le cocktail du chasseur.
Il y a, ici, on a les norépinéphrines, mais il y a les noradrénalines qui sont les précurseurs de l'adrénaline, vont augmenter de façon drastique à l'intérieur du corps. Le cortisol, qui est une hormone du stress, tout le monde connaît le cortisol. Le cortisol, qui est une hormone du stress, va augmenter aussi de façon énorme. Et c'est correct parce que ce qui n'est pas bon dans le niveau, parce qu'il y a bien du monde qui dit ah non, le cortisol, c'est pas bon. Non, le niveau de cortisol, ce qui n'est pas bon, c'est qu'il soit dans le tapis tout le temps pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça, c'est sûr que c'est pas bon. Mais en jeûne, le cortisol augmente juste un peu. Pourquoi? Pour être capable d'oxyder les acides aminés, pour pouvoir les prendre puis faire de la néoglucogénèse. Ça fait partie du processus de néoglucogénèse. Mais entre autres aussi, le cortisol va me rendre un peu plus alerte et ainsi de suite. Donc, il y a un paquet d'hormones qui augmentent à l'intérieur du jeûne pour booster le métabolisme, pour l'augmenter. Et même chez les gens qui ont fait Weight Watchers, protéines idéales, la cure de jus de pamplemousse, c'est toutes les 1 250 000 diètes hypocaloriques et qui ont fait ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui se ramassent avec un métabolisme de base extrêmement lent. Faire des jeûnes de 2, 3, 4 jours comme ça, des cycles de jeûne de 2, 3, 4 jours, c'est une façon d'augmenter le métabolisme. Il y a, là, vous avez, ouais, je m'excuse. Il y a plusieurs façons de jeûner. Il y a différents types de jeûnes et ainsi de suite. Il y a le 3-2, le 5. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ici, il y a une étude qui a été faite sur ce qu'on appelle the alternate daily fasting. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est qu'on jeûne 36 heures, on mange une journée. On jeûne 36 heures, on jeûne. Parce que 36 heures de jeûne, là, dans le fond, c'est une journée complète. On ne peut pas parler de 24 heures parce que si je fais 24 heures de jeûne, ça veut dire que je mange un repas dans ma journée à tous les jours. Ça, c'est vraiment une journée complète. Ça veut dire que je me lève le matin, je ne mange pas, je vais me coucher le soir, je n'ai pas mangé. Ça va jusqu'au lendemain matin, 6-7 heures. Donc, grosso modo, entre 36 et 42 heures de jeûne. Ça veut dire que le lundi, je jeûne complètement, je ne mange rien. Le mardi, je mange mes 2-3 repas par jour. Le mercredi, je jeûne et ainsi de suite. Et ça, c'est une étude qui a été faite sur ce type de jeûne-là sur 22 jours. Si on regarde en haut, c'est le métabolisme de base. Ici, baseline, j'étais à... Ça, c'est en kilojoules, attention, ce n'est pas en kilocalories. Cette étude-là a été faite en kilojoules. Donc, en kilojoules par jour, j'étais à 6675, plus ou moins 283. Après 21 jours, j'étais à 6292, plus ou moins 268. Et ici, j'étais à 6329. Est-ce que j'ai une perte? J'ai une légère perte. En kilojoules, c'est vraiment pas significatif. C'est vraiment minime au niveau des pertes. Mais si je regarde fat oxidation, mon niveau d'oxydation en grammes par 24 heures, à la 3, en tout cas, c'est pas grave. Si on regarde mon niveau d'oxydation des gras, je suis à 64 baseline. Je ne consomme pratiquement pas de gras. Je ne brûle pas beaucoup de gras. Et après 22 jours, je suis passé à 101. Tandis que si je regarde ma consommation de glucose, j'étais à 175 au début et je suis rendu à 81 à la fin après 22 jours. Donc, 22 jours d'alternance de jeûne alternatif, là, okay? J'ai augmenté ma consommation de gras et j'ai diminué de façon significative ma consommation de glucose, ce qui est parfait, ce qui est excellent. Dans un contexte comme ça, il va arriver quoi? Il va arriver que je vais perdre du poids. Un autre
un autre mythe, c'est que je vais brûler du muscle. Ici, c'est la quantité d'excrétion de nitrogène qui diminue quand je suis en starvation, en jeûne, si on veut. C'est une étude qui a été faite par Cahill en 1983. Et quand on regarde l'urée ici, l'urée, c'est ce qu'on excrète quand on dégrade du muscle. Des protéines, on va entre autres excréter de l'urée. Quand on regarde ici, nitrogène, c'est ça. Là, c'est ça. Quand on regarde ici, la quantité d'urée est réduite à presque néant. Si je brûlerais du muscle en jeûne, ma quantité d'urée aurait explosé ici en haut. Et non, elle a diminué. Ici, burn muscle, l'obésité, c'est une étude. Ah, c'est ça. C'est encore une fois une étude d'alternate day fasting, ici, à droite. Et donc, jour 1, au jour 14, ma masse n'a pratiquement pas bougé, n'a pas bougé ici. Fat-free mass a à peine baissé ici. Non, excuse-moi, on recommence. Ça ici, baseline control phase. Ça, c'est pendant la première phase dans laquelle on mange à tous les jours. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant 2 semaines, ils ont demandé aux gens de manger comme ils mangent normalement. Donc, la quantité de gras a même augmenté de 0,5 kg. Et la quantité de fat-free mass, de masse musculaire, bon, a baissé là, de 0,6, ça, c'est pas significatif. On parle ici qu'il n'y a pas eu de changement. Là, FIDE, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé, weight loss, self-selected feeding fast, c'est ça. On leur a demandé de faire 70 jours de jeûne, de jours alternatifs comme ça. Et quand on regarde la masse de gras, là, on voit qu'après 70 jours, on est à 38 ici, mais que la masse de muscle, 51,9, 52,8 ici, il n'y a eu aucune perte. C'est identique à la première journée de l'étude. Et il y a eu 5 kilos de perte de poids en 70 jours. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Un autre des mythes, c'est tout simplement que ça ne fonctionne pas. Faire du jeûne pour perdre du poids, ça ne fonctionne pas. Et ça, il y a beaucoup de monde qui vont vous dire ça. Non, oublie ça. Jeûne intermittent, ben non, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas, oublie ça. Les jeûnes prolongés, ça ne fonctionne pas. Ben oui, toi. Si je ne mange pas, est-ce que je vais perdre du poids? Là, c'est Jason Fung qui dit dans sa présentation, « Mon petit génie, pense-y 30 secondes. Si j'arrête de manger, qu'est-ce qui va arriver à mon poids? Est-ce que je vais perdre du poids? » Ben oui, je vais perdre du poids. Ici, comparaison, les hommes, puis là, je m'excuse pour les dames dans la salle, mais oui, effectivement, les hommes vont perdre beaucoup plus. Si je ne mange pas, je perds du poids. Mais chez les femmes, même chose. Un autre mythe, un sous-mythe de ça, c'est que les femmes, surtout les femmes, ne devraient jamais jeûner. C'est tellement pas bon pour elles. Non, c'est pas vrai. Les femmes peuvent jeûner aussi autant que les hommes,
Il n'y a pas de problème. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, oui, il y a des conditions dans lesquelles on ne devrait pas jeûner. Si vous avez, puis je déteste cet indicateur-là, mais c'est parce que je ne connais pas les autres là, directement. Mais si vous avez un, un indice de masse corporelle en bas de 18, donc que vous avez que votre ben, mettons, en gras, au niveau de la masse grasse chez une femme, ça devrait être entre 18 et 28. Donc, si votre pourcentage de gras il est à 12 chez une femme, déjà, vous êtes en bas de ce que vous devriez être d'un point de vue santé. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une bonne idée de faire des jeûnes de 60 jours? Pas vraiment. De toute façon, je ne conseille jamais de faire des jeûnes aussi longs que ça. Mais il faut aussi être logique à ce moment-là. Si je n'ai pas de réserve de gras, de me mettre dans une condition où ce que je dois me fier à mes réserves de gras, ce n'est pas quelque chose qui est logique. Mais si vous avez du poids à perdre, ou même si vous n'avez pas de poids à perdre, mais que votre pourcentage de gras est à l'intérieur des normes, comme dans mon cas à moi, je n'ai pas de pourcentage de gras. Si vous allez lire mes petits articles que j'ai écrits dernièrement durant mon dernier jeûne, vous allez voir mes pourcentages, puis tout le kit de masse de graisse. Vous allez voir que je suis même un peu bas à l'intérieur de ce qu'un homme devrait avoir, qui est entre 10 et 20. Je suis autour de 12, 13, peut-être 14. Mais à l'intérieur de ça, oui, je peux faire un jeûne de 6 jours parce que mon corps va renouveler ces réserves de gras-là par la suite. Il sait que je les utilise de temps en temps, donc il va vouloir les renouveler. Est-ce qu'il va vouloir monter à 200-300 livres? Absolument pas. Je contrôle mon niveau d'insuline. Donc, mais oui, les femmes peuvent jeûner aussi. Il n'y a aucune contre-indication supplémentaire au fait d'être une femme par rapport au jeûne. Les avantages du jeûne. Premièrement, le premier avantage, c'est que c'est gratuit, le jeûne. C'est pas compliqué. Oui, vous pouvez payer pour aller dans une clinique de jeûne, passer un mois, puis avoir un suivi, ces choses-là, avoir un encouragement. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste ne pas manger. Et ça, c'est gratuit. C'est tout simple que ça. C'est pas quelque chose que je dois ajouter, c'est quelque chose que j'enlève. J'arrête de manger. Et donc, à ce moment-là, c'est gratuit et c'est même très économique. Quand tu fais, comme exemple, pour moi, 6 jours, j'ai passé 6 jours à ne rien dépenser pour mon alimentation, à part pour les boblis ou les canettes d'eau, ces choses-là. En deuxième, c'est simple. Je n'ai pas besoin de compter de calories. Je n'ai pas besoin de me casser la tête avec mes ratios. Je n'ai pas besoin de... Je fais juste pas manger, boire de l'eau avec un peu de sel et je vis ma vie. Est-ce que je peux m'entraîner? Ben oui, je peux m'entraîner. Et j'ai couru 1 heure par jour sur mon tapis toute la semaine. J'ai fait de la musculation toute la semaine. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est gratuit, c'est simple, c'est extrêmement pratique. J'ai récupéré du temps énormément. 1 heure sur mon heure de dîner, 1 heure le soir, ainsi de suite. Je n'ai pas de repas à préparer. Je n'ai pas besoin d'aller à l'épicerie. Dieu sait que présentement, c'est tellement compliqué d'aller à l'épicerie. On est obligé de faire la file pendant 1 heure et ainsi de suite. C'est extrêmement flexible. Je ne suis pas obligé de faire une semaine, je peux faire une journée, manger le lendemain. Je peux décider de faire 3 jours, puis après 2 jours, me ramasser chez des amis que ce n'était pas prévu, décider de manger, de recommencer à jeûner le lendemain. Finalement, penser que je vais dîner, puis finalement, il m'arrive une urgence, je n'ai pas le temps de dîner, parfait, je saute ce repas-là, je viens de faire un jeûne intermittent. C'est une très grande flexibilité. Et ça s'incorpore à
n'importe quelle diète. Vous êtes un végétarien, vous ne mangez pas de viande, vous pouvez jeûner. Vous êtes intolérant au gluten, vous ne mangez pas de blé, vous pouvez jeûner. Vous êtes allergique aux noix, vous pouvez jeûner. Vous n'avez pas de temps pour préparer vos repas et tout le kit. Parfait, vous pouvez jeûner. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre, c'est correct, vous pouvez jeûner. Vous êtes en train de travailler, pas de travailler, mais de voyager tout le temps, vous pouvez jeûner. Et le plus drôle, c'est le dernier, c'est vous ne savez pas cuisiner, c'est parfait, vous pouvez jeûner. Le jeûne, c'est un outil thérapeutique qui possède des pouvoirs illimités. Ça, c'est Jason Fung qui le dit. J'ai tendance à le croire. C'est extrêmement thérapeutique et c'est quelque chose qui a été qui a fait partie de notre évolution qui a fait partie de notre vie durant toute notre évolution complètement. À un moment donné, ça a même été incorporé à l'intérieur des différentes religions. Quel est le point commun entre le bouddhisme, la religion catholique, la religion musulmane? Dans toutes ces religions-là, le jeûne est incorporé. Il y a des périodes de jeûne qui ont été incorporées à l'intérieur de tout ça. Et c'est un outil qui libère les gens de leur poids, entre autres, mais aussi de toujours être pogné pour manger les 6 repas et ainsi de suite. D'être obligé d'adhérer à un pattern en particulier, c'est extrêmement libérateur comme diète. Parfait, excellent. Et voilà. Et donc, bon, je vais passer à ça ici. Et questions-réponses. Et on va y aller, gang, avec vos questions. On va y aller avec vos questions. Je vais vous demander, pour vos questions, d'utiliser l'outil. Je vais vous demander d'utiliser l'outil de questions et réponses. Pourquoi? Parce que quand vous posez une question, les gens, après ça, vous pouvez voir les questions qui se posent et vous pouvez dire, hey, oui, moi aussi, je me pose cette question-là, donc je vais la upvoter, je vais lui donner un pouce et elle va monter à l'intérieur de la liste et je vais la voir en premier et donc je vais pouvoir répondre aux questions qui sont les plus populaires en premier et ça va éviter d'avoir à répondre 2-3 fois. En attendant que les questions rentrent, tout le monde est encore là, j'espère. Juste levez votre main. Bon, parfait, excellent, super. Donc, je vais commencer par Carmen, vite, vite. Bonjour tout le monde. Mario, en ce moment, j'ai un peu l'appréhension de jeûner car lorsqu'on démarre un jeûne, le système immunitaire baisse pour remonter ensuite. Qu'en pensez-vous? Lorsque le métabolisme descend, peut-on le faire remonter quand je reprends du poids présentement? OK. Premièrement, très pertinent comme question avec cette épidémie-là. Première chose que je dois préciser, est-ce que le jeûne ou est-ce qu'il y a une intervention qui peut faire que je vais avoir moins de chances d'attraper le virus d'un point de vue alimentaire ou jeûne, et ainsi de suite? Est-ce que je peux... Il y a beaucoup de monde qui disent « Ah oui, je veux booster mon système immunitaire pour ne pas pogner le COVID-19. » Il n'y a rien que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui fait que je peux ou pas attraper le COVID-19? C'est que sur le noyau de la cellule, là où ce que le virus, parce qu'un virus, c'est pas quelque chose de vivant,
Et c'est quelque chose qui s'attache au noyau à un récepteur en particulier pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du noyau, pour pouvoir, je m'excuse l'expression en anglais, hijacker, ça veut dire prendre en otage, si on veut, la mécanique à l'intérieur du noyau pour se reproduire. Et ce qui détermine si oui ou non ce virus-là peut rentrer à l'intérieur du noyau de notre cellule, c'est la présence d'un récepteur. Dans le cas du COVID-19, présentement, le premier qu'on a entendu parler, c'est un récepteur qui s'appelle le ACE, ou des fois, on va voir le ACE2 aussi. Mais maintenant, ce qu'ils ont découvert, c'est que présentement, le COVID-19 peut utiliser 5 récepteurs, donc 5 portes. Ça veut dire que si moi, j'ai génétiquement parlant pas, puis ça existe, j'ai pas ce récepteur ACE-là sur mes cellules, bien, le virus ne peut pas pénétrer, en théorie, parce que là, on sait maintenant qu'il utilise 4 à 5 portes. Donc, si je suis exposé au virus, je vais le pogner et il n'y a rien que je peux faire. J'aurais beau être au sommet de ma forme, avoir une alimentation exemplaire, faire des jeûnes, avoir le système immunitaire le plus fort qu'il n'y a pas. Ça, le fait de l'attraper ou pas, il n'y a rien que je peux faire contre ça. Maintenant, ce que je peux faire par contre, c'est d'avoir le système immunitaire le plus fort que je peux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va déterminer l'intensité des symptômes que je vais avoir et le risque automatiquement. Plus mes symptômes sont élevés, plus mon risque de décès ou de complications, ainsi de suite, va être élevé. Et donc, à ce moment-là, je vais rechercher le fait d'avoir le système immunitaire qui a la plus grande capacité de réagir contre le fameux virus. Est-ce que le jeûne va avoir un impact sur le système immunitaire? La réponse est que ça dépend. OK? Pour commencer, on va diviser cette réponse-là en deux. Je vais parler du jeûne intermittent, ça veut dire tout ce qui est 24 heures et moins. Donc, 24 heures, le fameux OMAD, c'est un repas par jour. Et ça, il n'y a aucun impact sur le système immunitaire. Vous pouvez faire du jeûne intermittent sans aucun problème. Il n'y a aucun risque. Vous pouvez faire des OMAD, vous pouvez faire des 18-6, des 16-8, des 2 repas, des 1 repas. Aucun problème avec ça. Maintenant, là où ça dépend, c'est au niveau des jeûnes de 24 heures et plus. Il y a Peter Attila, qui est un des spécialistes en alimentation céto, qui a posté à un moment donné le fait qu'on ne devrait jamais faire de jeûne prolongé dans une période de pandémie comme ça parce que le système immunitaire baisse au début. Ça vient de lui, ça. Et c'est basé sur une interprétation d'une étude où il y a certains marqueurs qui ont baissé dans une période de jeûne prolongé. Est-ce que ça signifie que le système immunitaire baisse durant cette période-là? Non. Sauf que, est-ce qu'on sait réellement s'il baisse? Non plus. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'études précises sur le système immunitaire. Et l'autre chose, c'est que le système immunitaire, c'est quelque chose, nous, on en parle simplement, système immunitaire, c'est une chose, et ainsi de suite. Mais le système immunitaire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'acteurs là-dedans. Il y a des mécanismes extrêmement compliqués. Et d'essayer de simplifier ça en disant quand je jeûne, mon système immunitaire descend, oubliez ça, c'est peine trop essayer de simplifier ça. Il n'y a personne qui peut simplifier ça de cette façon-là. Donc, à ce moment-là, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'après un cycle de jeûne prolongé, le système immunitaire
en ressort beaucoup plus fort. Ça, c'est sûr et certain. Le système immunitaire a été renouvelé et est beaucoup plus puissant. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que ce qui a le plus grand impact sur le système immunitaire, c'est les pics de glucose. Quand je mange du glucose, que j'ai un pic de glucose et que j'ai un pic d'insuline, pendant cette période de temps-là, le système immunitaire tombe ralenti. Il n'y a plus la même capacité de réponse. Et ça, c'est sûr et certain. Et donc, à ce moment-là, le fait de réduire, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous êtes, exemple, diabétique de type 2, si vous êtes en surpoids de façon énorme, résistant à l'insuline et ainsi de suite, de réduire votre consommation de glucose à sa plus simple expression, c'est la première intervention, la meilleure que vous pouvez faire. Ensuite, réduire votre insuline, c'est la deuxième meilleure intervention. Qu'est-ce qui réduit les deux? Le jeûne le fait. Donc, à ce moment-là, si, par exemple, vous êtes un travailleur de la santé et vous êtes dans une condition où vous êtes à très haut risque, et présentement, je n'ai pas la capacité de vous donner une réponse, de dire « Ah oui, il n'y a pas de danger, tu peux jeûner 48 heures, il n'y a aucun problème. » Dans un cas comme ça, je ferais au pire des 24, moi personnellement, je ferais des cas, ça ici c'est mon opinion, là, je ferais des jeûnes de 24 heures maximum. Je ne ferais pas de rien d'au-dessus de 24 heures. Et parce que j'ai un doute, et donc dans le doute, bien, je m'abstiendrai. Si je suis confiné à la maison, que mon niveau de risque de contamination est très, très, très bas, bien à ce moment-là, je n'ai pas de problème à faire des jeûnes prolongés. Et justement, parce que peut-être que dans un mois, je vais me ramasser dans une situation où ce que là, à ce moment-là, mon risque d'exposition va être beaucoup plus élevé. Et donc, je vais profiter de la période où je suis confiné à la maison pour faire un jeûne prolongé ou deux, de 2-3 jours aussi, d'un 2-3 jours là, pour pouvoir baisser mon insuline, baisser mon glucose, baisser mon surpoids un peu, immédiatement. Et à ce moment-là, je vais pouvoir profiter de ces bienfaits-là. Parce qu'un des facteurs de comorbidité le plus élevé présentement, c'est le surpoids. Donc, le diabète de type 2 et ainsi de suite, c'est un des plus importants. Oui, il y a les maladies du cœur aussi, puis les problèmes respiratoires, mais il fait partie de ce groupe restreint-là de comorbidités qui sont importantes. Donc, c'est au niveau du jeûne, c'est exactement ça. Et n'oubliez pas que de plus en plus, il y a des études qui ont été faites sur le jeûne dans un contexte de chimiothérapie, dans le contexte de cancer. Et s'il y a bien un moment donné où mon système immunitaire est très, très faible d'avance et où je ne voudrais pas affaiblir mon système immunitaire, c'est bien quand je combats un cancer et quand je subis de la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie vient prendre mon système immunitaire et vient l'abaisser à sa plus simple expression. Et pourtant, toutes les études qui ont été faites présentement avec le jeûne prolongé comme adjuvant dans un traitement de chimiothérapie ont démontré les bienfaits du jeûne prolongé comme adjuvant dans ce contexte-là. Les personnes réagissaient mieux au traitement, avaient moins d'effets secondaires et chez bien des gens, le système immunitaire s'améliorait un peu. Okay? Donc, comme je dis, le système immunitaire, c'est quelque chose de très complexe. Est-ce que je peux prendre ce qui a été fait dans un contexte de traitement du cancer pour l'appliquer à un virus? Absolument pas. Je ne peux pas faire le saut entre les deux. Donc, je ne peux pas vous dire présentement, oui, allez-y, jeûne prolongé, il n'y a aucun danger. Dans le doute, comme je l'expliquais, on s'abstient.
ça dépend de votre contexte. Ça dépend de. Si vous êtes déjà en santé, vous n'avez pas de surpoids, vous faites ça juste une fois de temps en temps, attendez un mois à ce moment-là, vous ne prenez pas de chance. OK? Donc, ça ici. Et pour la deuxième question, Carmen, lorsque le métabolisme descend, peut-on le faire remonter? J'ai répondu à ça tantôt. Oui, effectivement. Et je vous dirais que de faire des périodes de jeûne de 3, 4 jours, 5 jours, c'est vraiment au niveau optimal. Je dirais même 3 jours. Là. Faire 3 jours de jeûne, manger 2 jours, ce qu'on appelle du 3-2. OK? C'est 3 jours de jeûne, 2 jours d'alimentation. Tu recommences 3 jours de jeûne, 2 jours d'alimentation. Ça, c'est un régime, entre guillemets, de jeûne qui est vraiment optimal pour augmenter mon métabolisme. Une autre façon d'augmenter le métabolisme très souvent, mais ça, c'est juste dans un contexte où vous êtes plus résistant à l'insuline, c'est de manger un peu trop. Quand vous mangez un peu trop et que vous n'avez pas d'insuline dans le tapis, votre corps va réagir. On vient de voir que le corps a la capacité de ralentir quand je ne mange pas assez. Et donc, si je vous dis le corps a la capacité d'accélérer quand je mange trop, est-ce que c'est logique? Est-ce que j'ai l'air d'un fou en disant ça? Non. Cependant, je sais qu'il y a des gens qui vont me demander, oui, mais pourquoi d'abord, moi, je pèse 200 livres quand mon poids santé est 120? Pourquoi mon corps n'a pas juste accéléré parce que je mangeais trop? Le problème, c'est justement, c'est parce que tu vois encore ça comme le contexte psycho. Calorie in, calorie out. Tu te dis, je mange trop et c'est ça qui m'a fait engraisser. Et la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu as mangé trop de quoi? Tu as mangé trop de glucides, tu as fait trop sécréter d'insuline. Ton insuline ne descendait jamais. L'hormone du stockage était toujours dans le tapis. Elle ne prenait jamais de pause. Et à ce moment-là, ton corps, tes réserves de glycogène, c'est comme un... Tu sais, souvent, je donnais l'exemple, les réserves de glycogène, c'est comme un seau, une chaudière pour les Québécois, pour mes amis européens, un seau dans lequel je mets le glycogène. Quand le glycogène arrive au rebord de la chaudière, du seau, à ce moment-là, tout ce qui est excédentaire devient du gras et est stocké. Si je ne mange pas de glucose, la seule façon de remplir mon seau, c'est mon foie qui fabrique du glucose pour le remplir et il va le faire. Cependant, lui, il est intelligent. Lui, il ne va pas continuer à produire du glucose pour faire déborder mon seau et à ce moment-là, il est obligé de transformer ce glucose-là en gras pour aller l'envoyer dans ma fesse gauche. Malheureusement, ma tête est moins brillante que mon foie. Quand je me mets à manger du glucose, il y a un phénomène dans ma tête qui fait que j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et là, le seau déborde, et c'est pas grave. Et c'est là que je prends du poids. Donc, est-ce que le fait que je mange trop de gras, si mon insuline baisse à son niveau minimum, va me faire engraisser? Non. Qu'est-ce qui va arriver? Le corps va accélérer et va brûler cet excédentaire de poids-là. Et si vous allez sur YouTube, vous pouvez faire une recherche, c'est en anglais, je m'excuse, mais j'en ai pas vu en français. Mais à un moment donné, dans les gars qui font des vidéos puis des filles qui font des vidéos de fitness, il y a eu un challenge à un moment donné, un défi, c'était le 10K challenge, 10K. Ça veut dire que le challenge, c'était quoi? C'est de manger 10 000 calories en une journée. Essayez pas ça, c'est entre guillemets complètement stupide à faire. Cependant, ça existe, ils l'ont fait, il y en a plusieurs qui le font. Et quand vous regardez, et en plus de ça, ils ne mangent pas juste en gras, là, ils vont manger des pizzas, ils vont manger toutes sortes de cochonneries comme ça. Mais quand on regarde ces vidéos-là,
généralement, ça reste que ces personnes-là sont souvent des athlètes, sont relativement, on dit relativement, parce qu'ils sont jeunes, entre autres, sains métaboliquement. Et quel est le point commun de toutes ces vidéos-là? C'est que le lendemain, leur température corporelle est autour de 40. Ils font de la fièvre à côté. Et pourquoi? C'est à cause de la thermogenèse qui est accélérée. La thermogenèse des aliments, des protéines, entre autres, va être accélérée dans le tapis. Le corps est en train de réagir à cet excédent, à ce tsunami de calories-là, et est en train d'essayer de le brûler. Et c'est ce qui se passe. Donc, oui, le corps a cette capacité-là. Donc, si vous êtes dans un concept de perte de poids, vous êtes dans présentement en train d'essayer de perdre du poids, est-ce que c'est extrêmement grave de manger un peu trop de gras? Non. De protéines? Non. Protéines, ça dépend si vous êtes diabétique de type 2 ou pas, mais est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver, c'est que ce gras-là et ces protéines-là, c'est extrêmement, ça augmente la satiété de façon énorme. Et souvent, c'est que si je mange le midi beaucoup trop de protéines et de gras, qu'est-ce qui va arriver? Le soir, je vais être encore bourré et je vais manger beaucoup moins. Et mon corps va s'auto-réguler comme ça. Et peut-être même qu'il va accélérer un peu pour brûler cet excédentaire-là. Donc, ça répond aux deux questions de Carmen. Claire pose la question. C'est beau comme ça. Claire pose la question, est-ce que dans un jeûne de 18-6, est-ce que c'est vrai que le café noir amplifie le bienfait du jeûne? Absolument. Le café noir va... c'est surtout au niveau de ce qu'on appelle l'autophagie. Et pour bien des gens, l'autophagie, c'est un phénomène qui est marche et arrêt. Ça veut dire que je suis en mode autophagique et je ne le suis pas. C'est quoi? Je vais résumer ça rapidement. C'est quoi l'autophagie? Juste voir. OK. Et je vais probablement, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais compléter là-dessus. Donc, si vous avez une dernière question, gang, allez-y vite, vite. L'autophagie, c'est à l'intérieur d'une cellule. OK? J'explique souvent, la cellule, c'est comme un gros ballon dans lequel il y a un paquet de choses, on appelle ça des métabolites. Et il y a comme exemple les mitochondries, et bon, blablabla, il y a plein de socles à l'intérieur de ça. Et l'autophagie, il y a bien du monde qui pense que l'autophagie, c'est le corps qui se mange lui-même. Et non. L'autophagie, c'est la cellule à l'intérieur d'elle-même qui va, oui, se manger, qui va manger les déchets qu'il y a à l'intérieur de la cellule pour les recycler. Donc, ce n'est pas la cellule qui se détruit, mais c'est l'intérieur dans lequel ce qu'elle fait, dans le fond. Puis là, je vais vous donner l'exemple que vous allez peut-être trouver dégoûtant un peu, là. Mais c'est comme si, exemple, je serais pris à l'intérieur de ma maison et que mon frigidaire serait vide. Et là, à ce moment-là, je vais aller commencer à fouiller un peu partout dans la maison, exemple, dans les craques du sofa, pour voir s'il n'y aurait pas une petite pointe de pizza rendue toute sec que je peux manger là, puis qu'en dessous de mon lit, s'il n'y a pas une vieille orange, et ainsi de suite. Donc, je vais faire le tour de la maison pour essayer de trouver n'importe quoi qui se mange que je peux recycler pour pouvoir pas mourir. Donc, ça, c'est le phénomène d'autophagie. Et le phénomène d'autophagie, il est toujours présent à l'intérieur de la cellule. Il va être à son strict minimum quand mTOR, M-T-O-R, est activé. Et ça, mTOR, c'est quoi? C'est un détecteur de nutriments. Ça veut dire que quand je mange, mTOR dit à la cellule, bon, arrête de recycler, j'ai du stock neutre pour toi. Ça veut dire, arrête de manger ta vieille pointe de pizza qui date de 2 mois. J'ai une belle pizza flambant neuve pour toi. Fait que là, c'est ce qu'il fait. Et là, l'autophagie se réduit à son minimum. À partir du moment où je tombe en jeûne, plus le jeûne avance dans le temps et plus mon niveau d'autophagie va augmenter tranquillement. À partir de 24 heures, mon niveau d'autophagie va être à 300% de ce qui était au départ. Ça veut dire que l'autophagie va varier généralement en période nutrition, de jeûne, de 0 à 100%. Et quand je passe la barre du 24 heures, là où toutes mes hormones de chasseur embarquent,
L'autophagie va passer de 100% d'autophagie à 300%. Elle va accélérer, elle va augmenter. Puis là, j'entrerai pas dans les détails de pourquoi, comment on peut être à 300% d'autophagie. Là. Mais c'est ça qui se passe quand je passe à 24 heures. Mais est-ce qu'avant 24 heures, il y a de l'autophagie? Oui, absolument, il y en a. Et donc, mon café noir vient augmenter cette portion-là. Okay? Entre autres. Ça, c'est le premier bienfait. Et donc, si, admettons, j'étais à 70%, mon café noir peut m'emmener à 100%. Okay? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le café noir, c'est un stimulant. Il va augmenter la lipolyse. Il va faire un paquet de bienfaits à l'intérieur du corps humain. Et c'est ça, grosso modo. Donc, oui, absolument, mon café noir va aider les bienfaits du jeûne, même dans le contexte d'un 18-6. C'est le cas. Et encore plus dans le contexte d'un jeûne prolongé de plus que 24 heures. Donc, voilà, gang, et vous allez voir, je suis en train de travailler sur un article justement sur le fameux psychocalorie in, calorie out et la notion de calories à l'intérieur de la nutrition du corps humain. Je devrais sortir ça dans quelques jours. Donc, je vais vous remercier encore une fois d'avoir été aussi nombreux dans cette présentation. Je vais souhaiter de passer une super belle journée. Malheureusement, ici au Québec, il y a annoncé de la pluie pour ce dimanche. Soyez prudents, restez éloignés les uns les autres. On va passer à travers cette période de pandémie-là. Et je vous remercie encore et belle journée à tous.